Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu plus complexe, un peu plus compliquée que d'habitude, puisque vous avez voté ici pour que ça soit plus compliqué et ça vous aidera à aller plus loin. Donc cette vidéo n'aura aucun rapport avec 5M1. Aujourd'hui on ira vraiment plus pousser dans le sens, on comprendra un peu plus que la machine, ce qui se passe sur votre machine, et on comprend un peu plus comment les syscalls du coup en l'occurrence fonctionnent. Donc là aujourd'hui on va voir les syscalls entre guillemets natifs, les syscalls directs et indirects. On va faire un syscall direct et un syscall indirect. Et je vais essayer de vous expliquer vraiment en détail comment ça fonctionne. Juste un disclaimer, là ça va prendre 5 minutes, je vais juste parler un peu avant que ça commence, donc c'est important d'écouter ce que je vais dire maintenant. Enfin d'abord je vais répondre à la question de lui là. Euh, Salut, tu peux me dire comment tu as appris le game hacking, genre où tu as appris le C++, comment reverse engineering, et ça t'a mis combien de temps pour apprendre tout ça. Donc, comme vous voyez, ça fait 4 ans que moi je poste des vidéos sur du code. Enfin, je poste pas régulièrement, mais ma première vidéo elle a été postée en 2021. Début 2021, donc ça va faire bientôt 5 ans. Euh, donc ça fait longtemps que j'ai de l'expérience dans la programmation en général. Notamment avec Python, j'ai beaucoup de projets Python, j'ai beaucoup développé en Python. J'ai fait beaucoup de back-end en Python sur les sites, vu que moi à la base j'ai des projets perso dans lesquels je fais moi le back-end en Python. Puis en octobre 2024, j'ai eu une grosse opportunité dans les mêmes coins, donc en crypto, où je devais développer en fait un sniper. Le problème c'est que Python, comme vous savez, c'est un langage qui se compile en temps réel, c'est un langage qui est très lent, c'est interprété par, euh, par Python.exe. Moi je devais passer sur en fait quelque chose d'autre. Et du coup j'ai dû passer sur du Rust. Le Rust c'est très pratique avec le Solana notamment, c'est un bon langage. Ça a été un peu mon premier pas vers des langages bas niveau, vu que Rust c'est comme le C++, si tu le compiles, une fois que t'es compilé, t'as un point .exe, le point .exe tu peux le lancer. Et Rust c'est des milliers de fois plus rapide que le Python, tout comme le C++, hein, c'est beaucoup plus rapide que le Python. Euh, donc moi ça a été mon premier pas vers les langages de bas niveau. Puis ensuite, par des vidéos YouTube, par un intérêt en fait qui s'est montré petit à petit vers le cheat, j'ai voulu développer mon propre cheat et après j'ai commencé comme tout le monde les gars, j'ai commencé sur Cube, puis après j'ai fait CS2, puis après j'ai fait 5. Euh, Ça a été quelque chose qui m'a pris un peu de temps. J'ai commencé à Cube en mars, un peu avant mars, parce qu'en fait j'ai commencé en janvier, mais j'ai fait une pause de février jusqu'à la fin de mars. Donc on va dire que j'ai commencé en mars. J'ai fini mon external 5M qui est vraiment très complet. Enfin complet, genre vous trouverez pas des features de mon external sur Unknown Sheet par exemple. Ou enfin quelques-unes puisque c'est moi qui les ai postées, mais euh, ça m'a pris, ouais, je l'ai fini fin juin, début juillet. Je l'ai fini complètement. Donc ça m'a pris quand même quelques mois, sachant que moi j'avais des bases déjà en C++. Si vous avez aucune base en C++, en fait si vous avez jamais codé les gars ça ne sert à rien en fait de regarder ces vidéos là parce que vous allez rien apprendre. Vous allez copier-coller, vous allez demander à ChatGPT, vous allez rien apprendre, vous allez avoir des galères. Les gars, si vous voulez, à la limite si vous voulez faire votre petite sheet un peu privé, un peu solo, vous pouvez parce que c'est vraiment que du copier-coller. Mais si vous voulez réellement apprendre quelque chose et potentiellement faire vos propres cheats plus tard, gagner de l'argent avec ça, en fait il faut que vous appreniez la base. Donc soit vous commencez par le C++, mais ça va être très dur, ça demande beaucoup de discipline. Soit vous recommencez par quelque chose d'encore plus bas niveau, vous commencez en Python. Et ensuite vous faites Python jusqu'au C++. Et ça vous prendra 6 mois à apprendre ça. Ça vous prendra 6 mois à bien master le truc. Enfin, 6 mois, vous faites 3 mois en Python, puis vous faites 3 mois en C++. En 3 mois, vous pouvez peut-être faire un premier cheat sur CS2 par exemple. Et donc moi, ce que je vous conseille pour le C++, c'est Tech with Sim. Il a une très bonne suite de vidéos, moi j'aime beaucoup. Et moi personnellement, je les regarde en entière. Puisqu'en fait, fallait que je reprenne, fallait que j'apprenne le C++ en soi. Même si j'avais des bases, fallait quand même que j'apprenne le C++. Et ça m'a beaucoup aidé. Euh, et ça m'a beaucoup aidé. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, vous complétez avec d'autres vidéos. Et vraiment, le but c'est d'apprendre le maximum. À Comment réussir? C'est en fait à chaque fois que vous comprenez pas quelque chose, vous allez chercher de vous-même et vous regardez un tuto sur le truc. Ou vous regardez une documentation, ou vous regardez nanana. Si vous demandez à ChatGPT, vous saurez jamais. Vous apprendrez jamais. Ensuite, moi j'ai commencé un peu à m'intéresser au cheat avec Kaz, c'est un très bon youtubeur. Je suis tombé sur une de ses vidéos par hasard et en fait ça m'a intéressé. J'ai regardé une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième et en fait au final je me suis lancé dans le cheat entre guillemets grâce à lui. C'est un peu comme ça que j'ai découvert le développement de cheat parce que pour moi je pensais que c'était quelque chose de très opaque, très compliqué. Mais en vérité, à bas niveau, enfin quand on est sur du user mode, c'est vraiment pas dur. Ensuite, il y a eu Guided Hacking qui m'a aussi beaucoup aidé. Il a donné des très bonnes vidéos et enfin c'est très varié. Guided Hacking c'est très varié et vous apprendrez beaucoup, vraiment beaucoup là-dessus. Euh, Ensuite, il y a plein d'autres youtubeurs que vous pouvez regarder.
Je les ai pas en tête, moi je pense à nul, j'ai fait mon premier hook kernel, ma première communication kernel via des fonctions, euh, via un hook d'une fonction kernel. Je l'ai fait avec sa vidéo à lui. C'est très simple, c'est très basique, mais c'est bien expliqué et on apprend vraiment beaucoup. Donc il faut que vous appreniez à apprendre. Donc il faut que vous soyez consistant dans la manière d'apprendre et comment vous apprenez. C'est pas ChatGPT qui va vous aider et c'est pas en lisant une doc 3 secondes que vous allez apprendre. C'est en regardant des vidéos qui sont longues ou des vidéos qui sont bien faites. Hein, une vidéo de 13 minutes, ça vaut aussi bien. Enfin, une vidéo de 13 minutes bien faite, ça vaut aussi bien qu'une vidéo de 3 heures qui est mal faite. Euh, il faut aussi que vous soyez vraiment consistant dans la manière où dès que vous comprenez pas quelque chose, vous allez chercher. Même dans cette vidéo là que moi je vais faire, si par exemple par exemple, on va parler de kernel. Si vous ne savez pas ce que c'est le kernel, bon déjà ça veut dire que cette vidéo elle est pas vraiment faite pour vous parce que il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais si vous savez pas, si vous savez vaguement ce que c'est le kernel ou les différents rings, et bah les gars vous allez regarder une vidéo dessus. Ça va durer 15 minutes, puis une fois que vous l'avez regardé, vous revenez à cette vidéo là. Et comme ça vous allez parfaitement comprendre ce que je dis. Et moi ce que je vous dis en soi c'est que moi personnellement je l'ai même pas forcément fait. Moi j'ai fait des erreurs, j'ai voulu forcer le truc, j'ai voulu forcer le passage, etc. Et en fait ça m'a juste mis des mois de retard. Mais vraiment des mois. Bref. Une fois que ça c'est dit, donc comme j'ai dit, cette vidéo n'a pas de rapport avec les vidéos 5M. Donc si vous cherchez juste à faire cheat 5M, ça ne sert à rien. Si vous avez fait votre cheat 5M, si vous avez compris, vous êtes plutôt bon en C++, enfin, vous avez les bases, des bonnes bases, que vous comprenez un peu comment votre PC fonctionne, que vous savez ce que c'est le kernel, que vous savez ce que c'est WinAPI, on est parti, on peut apprendre. Sachant que WinAPI, en vrai, vous n'êtes pas censé comprendre à 100% WinAPI, parce que ça s'apprend un peu en même temps que les syscalls, vu que les syscalls c'est la base un peu de WinAPI. Donc, c'est parti. Donc pour vous expliquer ce que sont des syscalls, je vais juste lancer Cheat Engine. Hop. Juste lancer Cheat Engine. Donc, un syscall, c'est quoi? On va séparer un peu ce plan, donc un syscall. On va séparer un peu ce plan en deux parties, ok? Donc on aura une sorte de barrière, et ensuite on aura la partie kernel et la partie user mode, ok? Donc la partie user mode, il y aura votre programme, ok? Ça va être le premier bloc. Il y aura le deuxième programme, ça va être NTDLL. Il y aura le troisième bloc, ça va être la SSDT. Et il y aura le quatrième bloc, ça sera la fonction kernel, ok? Donc là, on est dans le kernel, là, on est dans l'user mode, ok? Ça, c'est votre programme. Ça, c'est NTDLL.dll. Ça, c'est la SSDT. Et ça, c'est la fonction kernel. Ok. Et ça, c'est qui système call handler 64. Ou un truc comme ça. Euh, donc on va juste l'appeler key 64 parce que c'est très bon. Même s'il y a d'autres trucs en key 64, je crois. Donc l'appelez pas comme ça, mais pour la vidéo, on va l'appeler comme ça. Ok. Donc dans votre programme, vous avez envie de faire un open process pour récupérer un handle de 5M par exemple. Donc vous allez faire votre ligne, la ligne 1 ça va être open process et après juste open process, ok. OP. Open process, c'est un syscall dans le sens où aucune de ces fonctions là vont se faire dans l'user mode. On n'open pas un process dans l'user mode. Ce que nous on va faire, c'est on va faire un call au système qui va dire ok moi je vais faire open process, donc toi en fait tu vas call nt open process, ok. Donc cet appel là, il va être redirigé dans ntdll, ok. C'est pour ça qu'on a besoin d'importer windows.h pour faire open process, ok. Parce qu'on a besoin de windows ntdll. Ntdll est importé dans windows.h. Donc, on est redirigé vers NTDLL. Dans NTDLL, il y a une stub, ok. Je vous montrerai la stub juste après, mais la stub, pour faire simple, c'est on sauvegarde le premier argument, on push l'ID du syscall, ok, et on fait le syscall. Là, il y a un petit check ici, mais je vous le montrerai, et là, on fait le syscall, ok. Le syscall, il va passer dans key 64, ok, et là, le CPU va faire il va faire le changement, il va passer en mode kernel, et là, on va être redirigé vers la SSDT. La SSDT, c'est, j'ai oublié le nom, la SSDT, c'est Système des services des descripteurs table, ok. C'est une énorme table avec tous les ID des syscalls. Donc en fait, chaque fonction kernel a un ID. Et nous, par exemple, l'ID de OpenProcess c'est 26, ok. Donc nous, dans notre stub, on va push 26 dans l'ID. Enfin, on va move 26 dans EAX. Donc, si on move 26 dans EAX, la SSDT va regarder EAX, elle va regarder quelle fonction a l'ID 26, et ensuite elle va nous rediriger vers NT OpenProcess, ok. Et ensuite elle exécute la fonction. En gros elle colle la fonction, et la fonction exécute, puis après on est retourné, on récupère le handle via un buffer. J'espère que ça c'est compris. Je vais vous montrer la stub un peu plus clair, et vous allez voir. Et donc par exemple là vous avez tous les ID, ouais, tous les ID, ça c'est tous les NT, toutes les fonctions NT, mais il y en a beaucoup plus. La SSDT est beaucoup plus grande. Et donc vous voyez que là, moi j'avais déjà mis OX26. Si on highlight OX26,
donc sur Windows 10 évidemment, là on est sur tous les anciens Windows, on tombe sur NT Open Process. Ok. Et la table en fait elle fait un peu ça, elle fait une recherche par ID. En vérité elle fait des multiplications via les adresses je crois ou un truc comme ça, mais on va dire qu'elle fait une recherche par ID. Donc je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai un programme, ok. Boîte pour C++, c'est un programme par exemple que moi j'avais fait pour apprendre vraiment avec les syscalls en fait. J'essaie vraiment d'apprendre comment les syscalls fonctionnaient. Et donc moi je vais vous faire un tuto aujourd'hui, mais vous votre but ça va être de faire votre propre programme entre guillemets après, où vous allez utiliser un syscall direct, un syscall indirect et un syscall normal. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un cheat et un anti-cheat. L'anti-cheat le but était de pas se faire open, donc on devait pas, je devais pas pouvoir open le process de l'anti-cheat. Et le but du cheat évidemment c'était d'open le process. Donc il y avait une sorte de un blue team red team. Donc là vous voyez qu'on récupère l'adresse de NT Open Process, donc on va lancer le programme. On a récupéré l'adresse, on va ouvrir ça dans Cheat Engine. Et là si on se rend à l'adresse, vous allez voir qu'on est dans ntdll.ntopenprocess. Et là vous avez ces stubs. Ces 4 lignes là, on s'en branle, parce qu'en fait c'est l'ancienne version d'un syscall en gros. C'est pour les anciennes versions de Windows, mais plus personne n'utilise ça. Tant que vous n'êtes pas sur Windows XP, vous allez vous en branler. Et c'est juste que comme Windows veut un système de rétrocompatibilité bien en place, bah il y a ça. Mais non, personne n'utilise. Donc vous n'avez pas à vous en soucier. Ce qui est important c'est move RDS RCX, move AX26, syscall et return. Ok, ça c'est un no pour ça. On s'en fout. Donc, move R10 RCX c'est pour sauvegarder le premier argument, ok. Puisque RCX, il va être dégagé et on va mettre le buffer dedans. Ensuite, ici on move EAX26, donc on move l'ID du syscall. Vous voyez que chaque syscall a un ID différent, là c'est 28, là c'est 27, ok. Puis on fait le syscall, puis on return, ok. Cette stub là, c'est vraiment la stub du syscall. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant cette stub là, avant que ça soit call, bah on doit faire un programme un peu plus long qui va juste mettre en place tous les arguments. Nous, on va devoir recoder cette partie-là. En vrai, c'est vraiment, c'est quoi? C'est 10 lignes de shellcode, mais on va devoir refaire ça. C'est pour ça que nous, on va devoir ajouter client ID et un object attribute, qui vous verrez pas ici. Une fois que vous avez compris un peu ce qui se passait quand on faisait un syscall, donc avec ce schéma-là, donc là, quand je vous montre ça, cette stub là, c'est vraiment, c'est ça en fait. Ok. Donc là, on fait le check un peu inutile que je vous dis, et là on a le syscall. Donc en vérité on a le syscall au-dessus, enfin non, j'ai raison, on a le check qui est là et on a le syscall en dessous. Le check qui est là, le syscall en dessous, le return. Ok. Ça si on suit ce syscall là, il ira ensuite dans key64, key64 le redirigera vers la CSDT, et ensuite ensuite ça sera la fonction kernel qui sera appelée. Et ça, on peut check ça avec un debugger kernel. Une fois que vous avez compris ça, moi je peux fermer ça, on peut fermer ça, et ça on va le garder juste pour vous le réexpliquer. Donc nous aujourd'hui on va faire plusieurs syscalls, donc ça c'était juste l'ancien code que j'avais fait, on va pouvoir supprimer ça. Hop, on va pouvoir supprimer ça. Donc vous ouvrez un nouveau projet. Moi j'ai appelé ça syscall tuto. Vous avez votre syscall tuto pour C++, vous incluez call.hpp, et dans call vous incluez windows.h, stream et wint kernel.h, ok. Je vous laisse le faire, mettez sur pause, c'est écrit un projet. Vous êtes censé savoir le faire maintenant. Donc tout d'abord on va juste, pour faciliter, pour faire un truc un peu plus... Je vais vous expliquer, je vais faire une petite... Donc on a un peu plus loin dans la vidéo les gars, je viens de me rendre compte que je vous ai pas expliqué ce que c'est un syscall direct et indirect. Donc le syscall natif entre guillemets, c'est un syscall qui passe directement par NTDLL, ok. Ça c'est entre guillemets facile à détecter puisque la majorité des cas ça va être soit hook, soit ça va être surveillé. En soit les entités de kernel que vous soyez direct, indirect ou peu importe où vous soyez, ça sera détecté vu qu'eux ils surveillent depuis le kernel. Mais sur certains entités tutor mode, ça va être vraiment très surveillé de NTDLL, notamment pour genre des read process memory, des trucs un peu comme ça. Ce qui veut dire que vous pouvez faire aussi votre propre stub, ok. Donc vous pouvez écrire votre propre stub dans votre process, ok. Et ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas passer par NTDLL. Et c'est un peu plus compliqué à détecter, puisque ça veut dire que s'il surveille que NTDLL, bah vous allez faire un syscall depuis votre propre code, ok. Et vous ne serez pas détecté si votre code n'est pas scanné. Par contre, des fois ça arrive que votre code est scanné. Et en fait le syscall c'est OF05. Donc c'est un pattern de byte qui est détectable en fait. On peut vite voir combien de syscall vous avez dans votre programme. Donc on peut aussi faire ce qu'on appelle un syscall indirect. Donc en fait au lieu de faire un syscall ici, en fait on va jump à l'adresse d'un syscall dans NTDLL. Donc en fait au lieu de faire un open process, on va faire un add stub. Et une fois qu'on a rempli tous nos arguments, mais ben, on va jump directement vers le syscall. On jump pas en haut, on jump que vers le syscall. Puis après il y a le return. Le return lui il va jump back ici.
et ensuite nous on fait notre propre return. Ok? Donc en fait on n'exécute qu'une ligne de code, enfin qu'une ligne d'assembleur ici. Et c'est que le syscall, on n'exécute rien au-dessus. Puisqu'on va remplir nous-mêmes notre ID de syscall, on va remplir nous-mêmes nos trucs. Ok? Ça le code, vous inquiétez pas, on va le recoder ensemble là dans 3 minutes. Mais c'est juste que je faisais un peu foreshadowing parce que j'ai oublié de vous expliquer. Donc là on va faire un syscall direct, donc on va coder notre propre stub et mettre notre propre syscall. Et on va faire un syscall indirect, donc on va coder notre propre stub et on va jump vers un syscall. Ok? C'est parti. Un peu beau. On va créer 3 handles, comme ça on va pouvoir le faire de 3 manières différentes. On va créer nhproc, ok. Hop, puis ensuite on va créer dhproc et ihproc. Donc nhproc c'est simple, c'est open process. Dans le sens où on va mettre désiré d'access, on va mettre process all access. Hop. Ensuite ça false. Et ensuite on va mettre l'id. Donc on va le faire sur la calculatrice, ok. Donc on va faire ça. Hop 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 hop. Je suis fou quoi. On va faire ça ici. On va juste récupérer la calculatrice. 21964. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir print tout ça. Hop. Donc nhproc, dhproc. Et ihproc. Voilà, une fois que ça c'est fait, là si on lance le programme, on devrait avoir nhproc et on devrait avoir un handle. Exactement, donc là vous voyez qu'on a un handle pour ihproc, on a rien pour dhproc et rien pour ihproc vu que bah, évidemment on n'a rien fait. C'est égal à 0. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans calls.hpp, on va devoir faire notre fonction, donc setup des direct syscalls. On va prendre un dword. En vrai on peut le prendre en handle. Un pyd. Hop. On va faire ça comme ça. Je vais juste mettre ça de notre côté vu que c'est bah, c'est littéralement mes notes. Donc on va d'abord devoir créer plusieurs fonctions un peu ici. Donc on va devoir créer on va créer un handle, du coup ça va être dhproc. Bon on va ajouter des proc. On va créer une on va créer une cave. Pour the bon. Ah oui. On va créer une cave. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc on va d'abord commencer par allouer une cave. Ok, on va donc faire cave égale unité ptr virtual. Pourquoi c'est pas bon là? Ah oui. Virtual alloc. Ok, là je vais commencer à servir. Ah, okay. Virtual alloc. Donc on s'en branle. Ensuite on s'en fout aussi, on se ça allow une page. On va prendre ça en même commit et on va faire ça en page execute read write. Une fois qu'on a alloué la cave, on check si la cave elle est bonne. Ok. Si la cave elle est bonne, alors on va faire notre client ID. Et on va faire notre object attribute. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enfin client.id.unique process. Et là on va donner du coup le PYD. Ensuite en client.id.unixthread, on s'en fout. Puisque c'est pas un thread. Ouais. Ensuite on va initialiser object attribute. Et on va mettre du coup rien en soi. Hop, une fois que ça c'est fait. Donc ça, en vérité, c'est juste des arguments qu'on doit mettre. Donc le PYD en handle et l'object attribute, ça va être entre guillemets rempli. Et en fait, c'est ce que NT open process veut qu'on ait. Donc on doit les rajouter dans le syscall. Maintenant, on peut s'attaquer au shellcode. Donc le shellcode, moi je vais le copier-coller, mais je vais vous expliquer exactement ce qui se passe au KDB, ok? Parce que en fait, j'ai la flemme de réécrire des bytes comme ça.
Mais vous pouvez les réécrire. Dans tous les cas, la source, elle sera pas sur le Discord, vu que là, le but, c'est vraiment que vous appreniez de vous-même. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à venir sur notre Discord. Vraiment, il y a beaucoup d'entraide. À chaque fois que vous avez un problème. Attends, je vais le supprimer. Là, je vais faire le Discord, vu qu'il y a en vrai un peu de monde qui commence à arriver. On doit être on est pas loin d'une bonne cinquantaine. Donc voilà, il y a de l'aide, il y a des. Bref, si vous avez quoi que ce soit, venez sur le Discord. Même pour poser des questions. Posez pas des questions débiles parce que ça casse les couilles. Mais si vous posez des vraies questions, ça va. Genre, et demandez pas du code. Enfin, genre, si vous y a du code, c'est source code. Genre, personne ne va donner vous code, ne va faire le travail à votre place en fait. C'est ça le truc qu'il faut comprendre dans le développement. C'est aussi, ne soyez pas une merde. Personne ne va faire le travail à votre place. Si vous êtes là, c'est pour faire vous-même les choses. Ok. Donc bref, on va pouvoir faire le shellcode. Moi, je vais juste le copier-coller, mais je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. Hop là. Bon, ouais, c'est pas très long, hein, c'est pas très compliqué à comprendre normalement. Donc, en premier, on va move R9 une adresse im64 et cette adresse, on va move le client ID. Ok. Ensuite, on va move ici le buffer. Donc, c'est là où on va dans RCX. En fait, on va recevoir le handle. Ok. Et ici, on va move le object attribute. Ok, ça j'espère que c'est compris. Puis ensuite on move le client ID, donc c'est un argument. On move le buffer, c'est un argument. Ensuite on fait la stub normale. On fait move R10 RCX, move EX 26, donc 26 pour NT Open Process, move EDX, et ça, en fait ça c'est juste le type d'accès qu'on veut. Donc en gros ici par exemple, vous voyez qu'on met process all access. Mais si vous voyez ici en fait c'est ça en fait. Process all access c'est des codes. Et nous on fait la même chose, on met un code, ok. Donc là le code que moi j'ai mis c'est process all access. Ça c'est process all access. Ensuite on move l'object attribute qui sera rempli ensuite. Et on fait le syscall puis on return. Ok. C'est vraiment pas compliqué, c'est la même stub. Et c'est juste qu'en fait un syscall. Oh putain, je vous ai pas expliqué ce qu'un syscall est direct indirect. Ok. Il y a. Donc voilà, donc normalement je viens de vous expliquer ce que c'était un syscall direct indirect parce que j'ai oublié de le faire. Donc une fois que c'est fait, on va juste patch notre shell. Ok. On va faire donc on va récupérer trois adresses. Donc adresse client ID. On va récupérer. Attends, hop. On va récupérer aussi l'adresse de l'object attribute. Et on va récupérer l'adresse de dproc. Ok. Puisque c'est le but quoi, de récupérer dproc. Donc, adresse dproc. On va faire ça comme ça. J'aurais pu un peu optimiser mon code. Donc là on va mettre le client ID. Ensuite, on va mettre object attribute. Et là ensuite on va mettre du coup, on va mettre dproc. Qu'est-ce que je me le fais encore? Ok, nickel. Donc on a des procs. Maintenant on a les trois adresses. Ça en vrai je le fais juste pour un peu plus de clarté, mais on peut directement le faire dans le patch, hein. Puis on va faire les mêmes copies. Donc à plus 2, on va mettre... hop, attendez, je prépare les arguments parce que j'ai un peu la flemme. Donc à plus 2, on va mettre le client ID. À plus 12, on va mettre le handle. Et à plus 35, on va mettre le object attribute. Ça normalement les gars vous savez quand faire quoi, mais je vous le dis quand même. En fait, imaginons qu'on là on move, en fait ça c'est move R9 et ensuite on move une adresse 64, ok. Donc c'est 1, 2 et ensuite on patch au dernier byte qu'on ne veut pas patch. Donc on veut pas patch celui-là, on veut pas patch celui-là, donc on move au dernier byte qu'on veut pas patch et donc c'est 1, 2 et ensuite on va patch les 8 prochains bytes. Là c'est pareil, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vu qu'il y a 10, ça c'est 8, ça c'est 2. 10 plus 2 ça fait 12, donc le deuxième on va patch à 12, ok. Puis le troisième, donc là ça va faire 10 encore, donc en gros ça c'est 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, puisque ça aussi c'est un byte qu'on ne veut pas patch. Et ensuite on va commencer à l'adresse ici, ok. Donc ça fait 12, 12, enfin 2, 12, 35. Donc au début on move l'adresse client ID. Ensuite on va move l'adresse object attribute. Non, client proc, pardon. Enfin dproc, putain. Puis ensuite ici on va move object attribute. Une fois que ça c'est fait, c'est nickel. Donc là on a copié un truc et on va faire juste, on va juste écrire ça dans notre process. Donc on va pouvoir utiliser. En soi on pourrait faire la même copie, mais j'ai pas envie. Donc on va faire un write process memory
Hop, puis on va faire... On écrit ça du coup à la cave. Le buffer, ça va être le shell. Ensuite, size of shell. Et ensuite, on s'en branle. Une fois que ça c'est fait, on va écrire... Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc une fois qu'on a écrit ça, normalement là je devrais avoir aucune erreur, hein. J'ai fait mon... Ouais, on devrait avoir aucune erreur. Donc là ce qu'on va faire c'est juste qu'on va appeler notre cave. Vu qu'en fait on est dans notre propre process, on peut juste appeler ça comme si c'était une fonction normale. Donc c'est genre comme si c'était une fonction void classique. Donc on va pouvoir faire un handle direct syscall. Et là en fait on va pouvoir faire du coup auto fn, donc fonction, égale void. Donc c'est un pointeur vers la cave. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir juste call fn. Et ensuite on va pouvoir return. On va pouvoir return dproc. Vu que dproc c'est ce qu'on. Vu qu'en fait on bouge l'adresse de dproc ici, donc dans notre buffer, donc il sera rempli une fois que le syscall est passé. J'espère que ça c'est compris. Donc on va return dproc. Vu que. Ok, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Donc on a notre setup direct syscall ici. On va bouger dproc dans le buffer. Une fois qu'on va appeler fn, ce buffer sera rempli vu que le syscall sera passé. Le syscall en fait il va remplir le buffer. Donc nous on va juste return le buffer, même si ici vous voyez qu'on l'initialise à 0. En fait une fois qu'on va appeler la fonction, il sera initialisé, enfin il va être rempli vu qu'on va call le buffer. Ok. Donc on retourne ici, on va pouvoir faire un petit setup direct syscall. On va mettre le POID. On pourrait mettre un truc dynamique, hein. On va juste le mettre en handle. Hop. Et ensuite on va faire du coup direct syscall. Là si on lance le programme ça devrait nous mettre exactement, donc ça nous a mis AC0 et C4 et ça prouve bien que c'est aussi un null valide vu qu'on a 4 de différence. Donc là on a réussi à faire un syscall direct. Bon les gars honnêtement j'ai essayé mais je n'arrive pas à vous ouvrir ça avec Cheat Engine et j'ai pas envie de passer 30 minutes sur le truc alors que bon on s'en branle. Soit vous essayez vous-même et vous y arrivez, soit vous comprenez ce que vous faites et vous devez comprendre. En gros en fait on est en train d'écrire ça dans notre propre programme et donc au lieu de passer par NTDLL on passe par notre propre syscall qui est dans notre programme à nous. Ok, donc qui n'est pas dans un DLL externe qu'on importe. J'espère que vous avez compris ça les gars, si vous n'avez pas compris, venez sur le Discord, posez des questions, je vous répondrai avec plaisir, vraiment. Il y a combien de temps là qu'on a en vidéo? Ça fait 30 minutes, ok, ça fait un peu long. Maintenant, on va faire la même chose mais en indirect. Donc les gars, ça va être la même chose, on va limite pouvoir copier-coller, enfin c'est clairement ce que je vais faire. On va copier-coller ces fonctions là. Hop, on va juste mettre indirect, on va faire indirect syscall, ok. Et en fait, au lieu de faire ça, on va jump vers l'adresse d'un syscall normal, ok. Donc pour ça, on va utiliser du coup notre getProc adresse, ok. Donc au pire on le récupère à chaque fois qu'on le fait, c'est pas très important, c'est pas très grave. Donc on va faire nt open process. Donc maintenant on va juste devoir compter le nombre de bytes qu'on a à chaque fois qu'on fait nt open process. Ok. Hop, on va ouvrir ça, ça. Ça en fait c'est en train de ouf. Ouais non en fait même ici hein, ça détecte pas, je crois. Ok donc là on a combien de bytes avant notre syscall? Ok, vu que nous c'est le jump vers notre syscall qui nous intéresse. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 bytes, ok. Donc on va faire un jump plus 18. Je vais juste recompter en deux speed parce que j'ai un peu peur de me foirer. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a bien 18 bytes. Donc en fait là on va devoir récupérer. Donc là on a notre adresse nt open process adresse. Ok. Et donc nous notre syscall adresse en fait c'est égal à nt open process plus ox, enfin plus 18. Ok. Donc là, on a notre adresse de syscall. Donc nous, notre but, pardon, ça va être de jump à cette adresse-là. Vous comprenez? C'est jump à cette adresse-là, puis ça va return, puis ok. On est bon. Sinon, on n'a rien à changer techniquement dans le programme là. On va essayer.
Ok, donc après un peu de debug, finalement ça a marché. Donc juste, ah ouais, en fait tout marche bien. C'est juste que j'ai close la calculatrice sans m'en rendre compte et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc ça fait 2 semaines là, j'ai pas touché au PC, ça se sent. Donc j'ai passé un peu de temps à debug, mais maintenant c'est bon, ça marche. Donc évidemment, normalement, si je me trompe pas, je vous ai évidemment tout montré. Enfin, il y a aucune modification depuis que je vous ai montré ça. Ah si, putain, je suis con, je suis complètement con, je vous ai pas expliqué du tout comment c'est ça. Ok, donc bon là comme vous voyez j'ai rajouté en fait un jump. Donc en fait c'est un jump keyword pointer. Donc en gros on va jump vers une adresse 64. Ok, vu qu'on peut pas faire directement JMP adresse 64, on est obligé de faire passer par keyword pointer à RIP plus 0. Ok, et ensuite là on met la syscall adresse. Donc la syscall adresse on l'a calculée ici. Je sais pas si on l'a fait ensemble, je crois, j'espère. Sinon au pire je modifierai au montage. Mais en gros là on a compté les bytes ensemble. On a bien la syscall adresse. La syscall adresse je la print ici. En vrai je peux ne pas la print parce qu'on s'en branle un peu. Ensuite on crée la cave normalement, ça y a aucun problème. Et ensuite on va pouvoir jump à ce syscall adresse. Donc on va juste rajouter un main copy ici, plus 49 vu que c'est à 49 bytes, comme je vous ai montré comment les compter tout à l'heure. Donc on met syscall adresse, size of syscall adresse, puis ensuite ça va write l'adresse de syscall. Ok, ça va bien jump à la bonne adresse. Une fois que ça c'est fait, on rajoute ici du coup setup indirect syscall, ici. On va modifier le PYD vu que on va utiliser une autre application pour que je vous montre que les handles sont bien corrects. Je vous montrerai ça juste après. Ensuite on fait ihproc égale indirect syscall. Le indirect syscall c'est la même chose, c'est juste qu'on va mettre iproc à la place de dproc. Et il va falloir qu'on fasse une dernière modification. En gros c'est cave, on va devoir mettre un dcave et un icave, ok. Donc dans le direct, puisqu'ils peuvent pas partager la même cave évidemment. Donc dans le direct ça fera ça, hop, hop, et ici. Dans le direct syscall on mettra dcave, ici aussi. Et ensuite dans le indirect on mettra évidemment le icave, ok. Donc setup indirect syscall, icave ça va ici, ça va ici, ça va ici, ça va ici et ça va ici, ok. Une fois que ça c'est fait, ils ont chacun leurs deux caves partagées. Enfin, leurs deux caves bien séparées. Donc là, absolument tout marche. Ici, je vais juste supprimer ça. Quand je vais print, on aura bien 3 proc. Enfin, 3. Ah non, non parce qu'évidemment, rien n'est lancé donc il n'y aura rien. On va lancer fourchette.exe. C'est juste un point .exe à moi que j'ai développé il y a longtemps. En gros, c'est. Bref, c'est un truc de con. Donc là, vous voyez bien qu'on a fourchette.exe. Ok. Le but c'est de changer 69. Ok. On va le changer juste après. On va juste récupérer son PYD. Son PYD c'est 1844.8. Donc 1844.8. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lancer. On aura bien 3 handles. Donc 1, 2 et 3. Ok. Euh, donc ça c'est bon. Ça vous l'avez à peu près compris. Et maintenant on va pouvoir faire un write process memory. Donc à cette adresse là. Donc hop. On va juste récupérer cette adresse là. Comme ça. Donc on va faire un int number. Bon, on va faire un read process memory. Ça change rien. Hop 0. Donc on va faire read process memory. Là on va mettre du coup nhproc pour quand même vous montrer que celui de base il fonctionne bien. Donc la base adresse ça va être lpc void l'adresse qu'on vient de copier. Ensuite on va mettre number, ça va être le buffer, size of number. Et le reste on s'en prend. Ensuite on va pouvoir print number. Bon. Number juste. Voilà. On print ça. Et là vous voyez bien qu'on a pris une 69. Donc c'est bien le nombre qu'on a juste là. Ça c'est avec le handle qui est vraiment classique. Donc ça c'est celui que vous allez avoir dans la majorité des cas. Maintenant on va pouvoir faire avec des hproc. Donc des hproc là vous voyez qu'on remplace ici. Donc ça c'est un autre handle. Ok, on n'utilise plus le handle de OpenProcess. Donc là on ne passe plus par ntdll. Là on passe par notre propre code cave, notre propre syscall. Ok, donc on va pouvoir lancer ça. Et vous voyez qu'on a quand même 69, ok. Alors qu'on est passé par dhproc, on n'est plus passé par nhproc, donc par le syscall entre guillemets natif. On est passé par un syscall qui est entre guillemets pas natif, ok. Ensuite, enfin qui est direct en soi, qui n'est pas natif. Puis on va passer par ihproc, ok. Et là vous voyez qu'on a aussi 69. Donc là, et ihproc du coup on a fait notre propre stub, mais on a appelé le syscall dans ntdll, ok. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, ça vous en aura appris un peu plus sur les syscalls. Après vous en faites un peu ce que vous voulez pour être un peu, enfin pour être NDTech le mieux c'est de faire des syscalls soit direct soit indirect. Ça vous aidera clairement dans votre progression.
et dans la compréhension de comment votre machine elle fonctionne. Là vraiment le programme que j'ai fait il est vraiment très simple, on est vraiment pas sur quelque chose de compliqué, mais vous pourrez aussi faire des syscalls direct ou indirect dans un autre programme. Imaginons que le programme surveille son propre NTDLL, et ben vous pouvez directement mettre votre stub dans son programme, ok. Donc vous pouvez faire des syscalls via un autre programme en mettant des syscalls direct ou indirect. Il y a vraiment plein de possibilités. Savoir ça, ça permet de faire des choses plus undetect. Moi, je pense notamment par rapport à 5M, vous pouvez faire des syscalls dans votre propre truc, dans votre propre stub, et ça passera pas par NTDLL ou ou pour CSGO ou pour d'autres jeux en fait. C'est une connaissance entre guillemets à avoir. Ok. Donc je vous ai montré les syscalls, ce que c'était, comment on pouvait faire des syscalls direct, indirect. J'espère que vous en ferez bon usage. Concrètement, moi j'en vois pas, enfin je vois plusieurs applications directes, mais c'est une vidéo qui va permettre de pousser vos connaissances. Ok. La prochaine vidéo, je n'ai pas encore d'idée sur ce que ça pourrait être. Peut-être je repasserai sur 5M, mais honnêtement, 5M, il n'y a plus grand chose à faire maintenant. 5M, j'ai donné toutes les bases en fait. 5M, j'ai donné toutes les bases. Il y a plus de choses que vous ne pouvez pas faire tout seul sur 5M. Je vais apprendre à reverse des natives, à injecter du shellcode, à faire des hooks, à faire plein de trucs. Donc maintenant, en fait, vous êtes censé pouvoir vous débrouiller entre guillemets tout seul. Et, euh, et là, ce qui reste, c'est le kernel, mais c'est des trucs très compliqués. Et honnêtement, il n'y a pas des tutos là-dessus. Et même moi, je, j'ai pas le niveau pour faire des tutos dessus. Bypass le kernel, c'est mid, mais faire des tutos dessus. Quand on fait des tutos dessus, c'est qu'on maîtrise vraiment bien ce sujet. Et encore une fois, je maîtrise pas encore parfaitement le sujet. Peut-être que je ferai sur comment faire un driver. Mais bon, il y a encore beaucoup de vidéos là-dessus. Moi, j'essaie de faire des vidéos sur des trucs un peu niche et qui vous apportent réellement quelque chose. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle a été un peu plus longue, on a un peu poussé le truc. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et à bientôt.